un CV, un recruteur, il va le lire entre 3 et 15 secondes. C'est pas beaucoup, hein. Mais encore une fois, je pense que la lettre de motivation, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. Je demande le statut de la personne et je m'attendais à ce qu'elle me dise statut APS, étudiant ou autre. Et elle me dit célibataire. Bonjour à tous et bienvenue dans Micro et Ragot, le podcast où on vous donne le micro et vous nous racontez vos ragots. Aujourd'hui, on est avec Romain. Bonjour Romain, Salut. ça va? Ouais, ça va, super. Je suis ravie de te recevoir ici. T'es la première personne que je reçois que je connais vraiment pas du tout. Ah ouais, bon bah écoute, on va Du essayer coup, de faire ça, ça passe bien, hein. oui, ça va bien se passer, je pense. Toi, tu vas nous raconter ton parcours vraiment professionnel. Tu es chef d'entreprise et tu es recruteur aussi. Tout à fait, je fais les deux. Parfait. Donc si vous aussi vous avez des histoires à raconter, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur TikTok ou Instagram. Vous pouvez aussi remplir le petit formulaire qui est en description sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous contacter, on est ouvert à la discussion avec tout le monde. On va commencer à parler de toi du coup. Où est-ce que tu es né? Où est-ce que tu as grandi? Alors moi je suis du Limousin de base, donc, du côté de Limoges. Donc voilà, une petite ville au centre de la France. Donc voilà, je suis né il y a maintenant à peu près 32 ans, donc voilà. Tu as beaucoup aimé le sport, c'est ça? Ouais, moi j'ai fait du sport. Alors j'en fais plus beaucoup aujourd'hui, mais j'en ai fait beaucoup auparavant. Donc à partir de 5 ans, j'ai fait un peu de judo, j'ai fait un peu de foot. Ça m'a pas du tout réussi. Dès qu'il pleuvait, j'avais plus envie de jouer au foot. Ah mince. Et du coup, je me suis rabattu sur la natation. Et c'est là où j'ai vraiment beaucoup nagé. Oui, on m'a dit que tu avais fait des compétitions, c'est ça? Ouais, tout à fait. Donc j'ai percé un peu tard, vers 14 ans. Bon, c'est tard pour la piscine, on va Ok. dire. Et en fait, ouais, j'ai commencé à faire des compétitions un peu de haut niveau, du côté enfin, on va dire niveau français. Et puis, voilà, jusqu'à mes 16, 17 ans. Donc, j'ai pas eu on va dire, j'ai pas eu beaucoup d'adolescence. Je faisais que nager et je partais chez moi à 6 heures et je rentrais chez moi à 22 heures. Donc, voilà, jusqu'à temps que j'arrive en première. Donc, Du coup, c'était juste école natation, école natation? ouais, et puis j'avais pas d'école spécialisée. C'était vraiment, je suivais le même cursus que tout le monde, sauf que moi, une semaine sur deux, j'étais pas en cours. Ah oui, mais du coup, il y a des trucs genre sport-études? Ouais, alors ça après c'est une négociation avec les parents, ça c'est pas toujours le possible. Mes parents voulaient pas forcément. Après c'est aussi une question de coût, je pense. Et puis, quand tu vas en sport-études, tu mises tout sur le sport, même si ça reste les études. Et en fait, je pense que c'était une décision, en ce sens, de pas miser vraiment sur le sport, parce que la natation, c'est pas comme le foot, ça rapporte pas énormément d'argent, donc on peut pas vraiment y miser. Et même si je faisais, des bonnes performances en sport, je pense que voilà, voilà, ils voulaient pas prendre le risque. Mais du coup, j'ai dû quand même arrêter au bout d'un moment, parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de pouvoir faire du sport et en même temps faire les cours. Il y en a qui arrivent, mais après ça reste quand même complexe quand on est une semaine sur deux en cours, quoi. Oui, du coup, t'as pas vraiment eu le choix aussi de ton école. En fait, moi, c'est que j'ai eu un parcours où je savais pas trop ce que je voulais faire. Parce que j'ai commencé, j'ai fait comme tout le monde, seconde générale, classique. Ensuite, je travaillais pas parce que j'étais une semaine sur deux en cours et j'étais un petit peu un flemmard. Donc, derrière, j'ai pas eu trop le choix de la princesse, on va dire. Donc je suis parti sur ce que je maîtrisais le plus, c'était un peu la partie technique. Donc j'ai fait un cursus électrotechnique en STI et ça s'est bien passé et du coup, ça me permettait quand même de faire de la natation en même temps à côté. C'était un peu moins dur que le S quand même. Et puis voilà, donc de fil en aiguille, après j'ai fait plein de choses, j'ai pas arrêté de me réorienter un peu, Ok. pour ceux qui ont la référence, comme un peu le caméléon dans les séries, la série des années 90, qui change de job, à tous les épisodes. C'est un peu ça, J'avoue que j'ai pas regardé, mais je vois, enfin, je sais que, ouais, ça, il avait beaucoup de casquettes, entre guillemets. ouais. Mais tu dis que tu n'étais pas à l'école une semaine sur deux, c'était à cause de la natation. Ouais, tout à fait, ouais. À cause de la natation, et après j'ai eu un petit moment aussi,
un petit parcours un peu plus compliqué. Mais effectivement, la natation, à partir du mardi, 1 semaine sur 2, j'étais plus là, jusqu'au dimanche. Et puis après, j'ai eu mon petit côté un peu, j'avais du mal à me contrôler, à me canaliser. Alors je suis très calme aujourd'hui, mais j'étais beaucoup moins calme, plus jeune. Et donc j'ai aussi, été un peu déscolarisé. À cause du fait que tu ne sois pas calme? Ouais, bah, enfin, pour, faire très simple, j'étais vraiment un bon élève, hein. Donc j'ai pour le coup pas vraiment ouvert mes cahiers, ni aucun cours, jusqu'à temps d'être en master, plus ou Ah moins. oui, quand Donc même. j'étais plutôt, OK. Mais j'étais assez turbulent parce que bon, je m'ennuyais un petit peu et puis enfin même, l'école c'est quand même, un cadre, particulier, ça correspond pas vraiment à beaucoup de gens. C'est très codifié, voilà donc il y a voilà, c'était un peu complexe pour moi et donc je faisais partie des gens qui étaient collés assez souvent à partir du collège, pour des bêtises, hein, pas des trucs, de fou, mais voilà et puis du coup, de fil en aiguille, bah, ça a continué, au lycée. Je crois qu'on avait fait un mois de cours en première et on me dit, «Bon, bah, voilà, tu as 2 choix, soit tu restes et ça peut très mal se passer parce que, bah, j'étais quand même assez turbulent, soit, bah, tu t'en vas, tu reviens, l'année prochaine, on oublie ce qui s'est passé, sur ce laps de temps et puis voilà, quoi». Et tu dû faire des choses graves, non? Parce que pour en arriver là, Bah, c'est compliqué. j'avais du mal à vraiment à me canaliser. C'est-à-dire qu'il y a des choses où, des choses un peu injustes, par exemple, j'étais assez turbulent, donc j'aimais bien rigoler, voilà, je parlais aussi, enfin les cours m'intéressaient pas beaucoup, parce que je les comprenais, enfin voilà, donc je faisais autre chose. C'est pas bien, faut pas refaire ça, mais du coup après, bah, les profs avaient quand même une assez mauvaise image, même si j'étais bon à l'école, hein, ça change pas. C'est ce qui m'a sauvé d'ailleurs, parce que, pour le coup, les CPE m'ont bien aidé. C'est un peu grâce à eux que j'ai réussi à reprendre, un cursus normal. De fil en aiguille, ça a commencé à empirer, donc avec un peu des aspects un peu de violence, qui arrivaient aussi, donc voilà. Ça fait qu'on m'a clairement dit: «Bon, Faut faire une pause. avant d'arriver à des trucs un peu sombres, ressaisis-toi, on te laisse le temps, tu es intelligent, tu sauras faire les bons choix». Je pense que ça m'a aidé, quoi. Et c'est au même moment où j'ai arrêté la piscine. Donc OK. ce qui me permettait de canaliser, d'un coup, parce que ça demande énormément d'énergie, hein, parce que je nageais, entre 12 et 14 heures, par semaine. Ah oui, OK, oui, c'est Donc beaucoup. c'est vrai que voilà, il y avait quand même un petit paquet de kilomètres qui était fait, et à ce moment-là, quand je l'ai perdu, j'ai perdu un peu ce qui me faisait, entre guillemets, «une espèce de gloire», parce que je gagnais plein de trucs, mais à mon niveau, à moi. Donc ça me donnait beaucoup de reconnaissance, puis même ça rendait fier aussi ma famille et cetera. Et puis après, quand on perd ça, on perd, quelque chose qui crame beaucoup, beaucoup d'énergie, et donc on a cette énergie, Oui, en trop. c'est ça qui te canalisait, du coup, Voilà, tu donc l'as perdu. ça devient complexe. Mais pourquoi tu as arrêté la natation? Parce qu'en fait, j'arrivais plus à suivre. C'est-à-dire que là, pour le coup, le fait de pas être en sport-études, ça, c'est clairement complexe. C'est-à-dire à ce niveau-là, déjà, j'étais le seul qui faisait pas de muscu, de toute la compétition, pour le coup. Parce que je nageais avec des gens comme, Alain Bernard et cetera, des gens qui sont assez reconnus, dans la natation. Pas sur leur thématique, parce que moi je faisais de la Oui. brasse, pour le coup. Mais, voilà, j'arrivais toujours à être dans le top 5 France et pour le coup, à ce niveau-là, pas faire de musculation, pas faire 2 entraînements par jour. Voilà, pas être en sport-études, c'est quand même assez difficile. Tu le faisais pas parce que du coup, tu avais pas le temps? Bah, parce que j'avais pas surtout le cursus adapté, c'est-à-dire que j'aurais dû être en sport-études pour pouvoir faire ça. Sinon on n'a pas enfin j'avais pas un entraîneur qui allait m'entraîner, le matin, enfin voilà, et puis Oui. c'était impossible pour moi, j'habitais loin, je prenais le bus le matin à 6h30, pour aller à l'école, c'était pas possible en fait, si j'avais habité en ville peut-être, mais sinon j'étais à 30 kilomètres de la première piscine, c'était ingérable. Oui, OK, donc ouais, il y a aussi le fait de d'habiter loin qui t'a un peu Ouais, ouais, c'est pas simple, donc voilà, mais j'ai quand même eu la chance de faire une petite partie, voilà, ça m'a quand même pas mal aidé, mais ça a été un peu le double effet qui se coule. Quand j'ai arrêté, déjà, j'ai perdu, ce dans quoi j'étais bon. À l'école, j'étais OK, quoi, mais j'ai perdu ce dans quoi j'étais bon et en plus de ça, j'avais trop d'énergie donc le combo, était un peu complexe. petite mauvaise période. Ouais, mais du coup, ça m'a permis, de faire un voyage, parce que je suis parti du coup 2 mois, au Canada.
J'ai eu beaucoup de chance pour le coup de ce côté-là. C'était pendant ta période où ils t'ont Ou dit ouais, de ouais, pas bah, rester. j'avais le choix, soit rien faire chez moi, ce qui était, possible, hein, soit pour le coup de partir 2 mois sur, les 9 mois pratiquement, enfin les 8 ou 9 mois, je me rappelle plus trop, mais où j'avais rien à faire. Donc j'en ai profité pour le coup aller, au Canada pour apprendre l'anglais. Donc t'es Donc parti avec ta famille ou tout non, je seul? suis parti tout seul. J'avais 16 ans, et je suis parti, tout seul dans une famille d'accueil, et là c'était chaud. Pourquoi? C'était chaud parce que, bah, je parlais pas anglais. Donc Ah, pas du tout? non, je savais juste dire comment je m'appelle, voilà, donc c'était, du très, très basique. Parce que le niveau, A1, mais moins quoi. Vraiment le niveau, bah, pratiquement sorti de collège quoi, parce que j'écoutais on était en cursus technique, l'anglais, c'était, c'était le cadet de nos soucis quoi. Oui, OK, je vois. Donc donc pour le coup, c'est vrai que moi je suis parti, je connaissais rien, j'arrive, j'ai pas ma valise, je la trouve pas, je sais pas comment la demander, je suis 2 heures en retard, j'avais normalement quelqu'un qui devait me récupérer, mais du coup, je me suis dit: «Oh là là, mais si j'ai 2 heures de retard, il est peut-être parti». Je suis dans un pays à l'étranger, j'étais jamais parti, c'était la foire, le lendemain enfin, j'arrive tant bien que mal à la famille d'accueil, le lendemain, je me lève, il y a plus personne dans la maison. J'ai 16 ans, je me suis quasiment jamais fait à manger tout seul. Je déconne un peu, mais c'est vrai que c'est un peu ça. Et je me suis nourri de Maxi Kinder que j'avais récupéré dans ma valise et tout ça pendant une journée parce que les gens sont revenus à 20h et voilà après, j'ai été à l'école, 2 jours plus tard, Au Canada, du coup? au Canada, donc j'avais une école, pour les étrangers. Je pars à 6 heures du matin, j'arrive à l'école à 9 heures parce que je me suis Ah perdu, oui, OK. parce que les panneaux sont pas les mêmes. Donc en France, on a le panneau qui est, sur le mur comme ça collé, mais au Canada, c'est, entre 2 grands poteaux. Le nom de la rue est marqué, sauf que moi je pensais que c'était la rue de comme ça, alors qu'en fait c'était la rue perpendiculaire, donc je suis parti dans le mauvais sens. Je parlais pas anglais, j'avais une carte, le téléphone portable, à cette époque-là, c'était pas le smartphone comme on a, aujourd'hui. Internet, c'était, vraiment de quelques mégaoctets, donc c'était impossible. Puis ça coûtait extrêmement cher, donc je pouvais pas utiliser internet. Ça a été une épreuve, j'ai un peu pleuré quoi. Sur le coup, c'était un peu complexe. Au bout de 2 jours, j'avais envie de rentrer chez moi. Oui, c'est sûr que ça donne pas envie de Ouais, rester. mais j'avais pas le choix, donc je suis resté et finalement quand je suis revenu, bah, ça a été la plus grosse, ça m'a fait énormément évoluer quoi. Qu'est-ce que ça t'a appris, du coup, sur toi, ce voyage? Bah, déjà, j'ai appris que je pouvais être quelqu'un sans faire forcément du sport à haut niveau. Ça, c'est déjà pas mal. Ça m'a donné confiance parce que, j'ai démarré tellement bas, et finalement après, j'étais vraiment, super je connaissais beaucoup de monde dans l'école, je faisais toutes les activités et cetera. Ça m'a libéré dans un certain sens et ça m'a même libéré de la pression, sociale aussi, française. C'est-à-dire? Il y a des attentes, et cetera, même des parents et cetera. Là, on est tout seul, quoi. Là, j'étais vraiment, livré à moi-même. Et Alors ça t'a avec une permis famille d'accueil et de l'argent parce que faut pas se le cacher, si mes parents m'avaient pas payé le voyage, je n'aurais pas pu le faire. C'est c'était un Erasmus ou un truc non, comme non, ça? c'était vraiment, dans une école, comme on peut faire là chez EF, alors je sais plus par quoi c'était passé, mais c'était un peu ce style-là, hein, où on avait, voilà, on peut partir, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an et en fonction de son niveau, bah, on est mis dans des classes. On peut monter, on a des évaluations toutes les semaines pour monter, descendre de niveau et cetera et cetera. Mais voilà, super expérience parce que, être livré à soi-même, faire des choses comme ça, j'ai vu plein de choses, là-bas, parce en bus, on avait plein d'excursions et tout ça. J'ai grandi, j'ai vécu énormément de choses, ce qui fait que quand je suis revenu, j'étais, une autre personne, carrément. Est-ce que, du coup, ça t'a permis de trouver, la chose qui te manquait pour te canaliser? Ouais, ouais, ouais du coup, je suis revenu, j'étais beaucoup plus calme. Alors, tout n'était pas parfait, hein, mais j'étais beaucoup plus calme. Mais par contre, les enseignants, eux, avaient pas oublié. Oui, parce que tu es revenu dans le même lycée. Ah bah oui, donc les premiers jours, j'ai pas eu le droit d'accéder à la classe. C'est-à-dire comment Donc il y ça? a des profs qui se mettaient comme ça devant: «Non, vous ne rentrerez pas», et tout ça. Donc c'était un peu particulier comme ambiance, Tu as traumatisé des gens. je pense. Mais voilà, après ces personnes-là, j'ai fini mon cursus parce qu'après je suis allé en BTS dans le même lycée et cetera et les personnes, du coup, elles m'ont vu pendant 3 4 ans.
Et on a fini en très bons termes. On s'est revus aux Journées des Portes Ouvertes quand j'ai eu mon master après derrière. Donc pour le coup, ça s'est mieux terminé que ça a commencé. Mais c'est vrai que je pense qu'il y en avait qui, à la salle des profs, ça devait, ouais, ça devait être coton, quoi. Comment est-ce que toi, tu as vécu justement le retour en France alors que tu avais totalement changé? Bah là, c'était complexe. Concrètement, c'est pas simple parce qu'on est une autre personne, tout le monde s'attend à ce qu'on soit pareil qu'avant, donc un peu feu follet et tout ça. Donc, et puis même, on a un historique, quoi. C'est-à-dire que moi, j'avais enlevé mon étiquette, mais pas les autres. Surtout que au Canada, personne ne savait qui Ah tu bah voilà, étais. je pouvais démarrer de zéro. Et ça, c'est vrai que ça, c'est une libération pour beaucoup de gens, je pense. Quand on quitte une école, quand on quitte enfin n'importe quoi, une ville ou autre, on peut se reconstruire une nouvelle identité dans un sens. Et ça, c'est vrai que c'est important et moi, ça m'a fait beaucoup de bien, quoi. Et donc, quand tu es revenu, forcément, ça a dû avoir une petite confrontation avec ceux qui s'attendaient à revoir le même et qui, du coup, interagissaient avec toi avec les mêmes a priori qu'avant, Ouais. alors que toi, tu avais vraiment changé. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Mais bon, après, c'était aussi à moi de prouver, quoi. Parce que c'est vrai que j'avais été particulièrement chiant. Donc, donc c'était quand même à moi de prouver. Et puis voilà, j'avais 17 ans du coup. J'avais pris un an pratiquement depuis que j'étais parti. Donc voilà. Après, je savais aussi ce que je voulais faire entre guillemets. Alors, je pensais que je savais ce que je voulais faire à cette époque-là. Finalement, j'ai complètement changé parce que voilà, je suis parti en élec. J'ai fait donc le bac, le BTS. Ensuite, je me suis dit ah bah non, j'ai pas envie d'être électricien. Bon bah allez, on change parce que du coup j'étais aussi pompier volontaire. Donc je me suis dit bah j'aimerais bien peut-être être officier dans les pompiers. Donc je vais faire un cursus en ce sens. Du coup, tu t'es lancé dans Donc, le pompier, enfin dans le pompier, non, comment on dit? là j'ai fait un cursus du coup QSE, donc qualité, sécurité, environnement. Donc j'ai fait bah, licence, master, etc. J'ai eu pas mal de chance aussi parce que les professeurs qui m'avaient bloqué le passage quelques années avant bah, m'ont fait des lettres de recommandation. Sinon, j'aurais pas pu être pris en licence générale parce que je venais d'un cursus technique. Et donc, les passerelles, elles sont pas hyper faciles. Donc, ouais, du coup, j'ai fait licence, master. Licence terrible. Bah, du coup, j'avais pas fait de chimie, j'avais pas fait beaucoup de mathématiques un peu avancées, donc je me suis tout pris. Parce que du coup, tu venais pas de la même filière Bah, en que fait, les de autres. base, c'était plutôt cursus bac S. Et puis ensuite, après, il y en a qui avaient fait une petite prépa, ou alors il y en avait qui avaient fait le cursus DUT, HSE classique. Donc, des gens qui avaient fait des études un peu plus difficiles, on va dire, que moi. En tout cas, dans un domaine qui était similaire. Ce qui fait que quand je suis allé en cours, ouais, j'étais vraiment le dernier, là, pour le coup. Et même si bon, je faisais pas énormément d'efforts non plus, mais voilà, c'était beaucoup plus dur. Donc ça Oui, m'a pas mis en confiance pour aller en master derrière, quoi. t'es parti pas du tout du même niveau d'échelle que les autres en fait. Ah bah je suis parti, je connaissais rien, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait plein de trucs que j'avais jamais vus. La chimie, il y avait énormément de chimie dans la licence. J'avais jamais fait vraiment de chimie, à part le truc découper un oignon. Voilà, ça va. Enfin voilà, c'est vraiment le basique de seconde, quoi. Et donc après, bah voilà, j'ai réussi quand même à avoir 10 pour passer en master. Les enfin, les profs me disaient, ouais, falloir s'y mettre, quoi. Ça va être complexe. Puis finalement, voilà, c'est passé le master. Voilà, une fois qu'on a le pied à l'étrier, j'ai commencé à travailler du coup. Et puis après, j'ai réussi à avoir mon diplôme, quoi. Bah, tant mieux. Mais j'avais pas envie de travailler à la fin de mon diplôme. Du coup, je suis reparti. Mais pour revenir sur la licence, tu as dit en préparant l'expérience, pas du tout, l'émission, tu as dit en licence j'étais pratiquement le dernier, donc en master va falloir envoyer si je veux faire quelque chose de ma vie. Ouais. Mais pourquoi est-ce que pour toi c'était vraiment genre un enjeu? Bah, parce qu'en fait, je savais que si je voulais être officier chez les pompiers, bah, il fallait que j'ai un master. Parce que après, ça me permettait de passer certains concours, et cetera, d'avancer dans le sujet. Et puis le QSE, c'était vraiment directement lié. Gestion des risques, quand on est officier, on fait des plans de gestion, et cetera. Donc ça faisait vraiment partie, bah, du projet, quoi. Donc si j'avais pas réussi ça, bah, je savais pas ce que j'allais faire. Concrètement, j'avais pas de plan B, quoi. Ok, oui. Alors, le fait est que c'est qu'aujourd'hui, avec le recul, je sais que, bah, du coup, c'était faux, mais à l'époque, j'y croyais vraiment. Donc, puis en plus, à l'époque, je pensais vraiment que j'allais passer le concours d'officier. L'histoire fait que,
j'ai fait 4 ans chez les pompiers volontaires et qu'à la fin, voilà, ça c'était un peu compliqué, parce que moi enfin, il y a pas mal de choses, bizutage, machin et cetera et ça, moi, il y a un certain niveau où je suis capable d'accepter, mais voilà. Après, il y a des choses où je peux pas. Ça s'est passé au sein des pompiers, du Ouais, coup? ouais, bien sûr, ouais. Après, tous les pompiers sont pas comme Oui, ça. oui, évidemment. Toutes les casernes non plus. J'ai plein d'amis qui ont fait les pompiers, ça s'est pas passé comme ça, et cetera. J'ai quand même fait 4 ans, donc j'ai vécu des belles choses, entre guillemets. Des choses intéressantes, parce qu'on voit beaucoup de choses qui sont assez terribles, aussi. Mais ça aussi, ça forge, et ça fait redescendre les pieds sur terre, quoi, parce qu'avec tout ce qu'il y a, des choses complexes. Justement, il y a eu un incendie apparemment qui t'a un peu Ouais, bah, traumatisé. je suis intervenu sur, je pense, le plus gros incendie, bah, qui s'est passé à Limoges et pour le coup, ouais, c'était, vraiment une zone de guerre, quoi. Donc c'est assez complexe, il y a pas vraiment de enfin, on est formé pour ça, en théorie, mais la théorie et la pratique, quand tout explose, qu'il y a enfin, il y a du feu à 6-7 mètres qui sort des fenêtres et tout, c'est une autre ambiance, quoi. C'est-à-dire que c'est comme dans les films, mais dans la vraie vie, quoi. Oui, puis ta Donc vie est en jeu. oui, la tienne, celle des autres aussi surtout, parce que bon, bah, toi, tu es formé, en fait, je pense que c'est même pas, on n'y réfléchit même pas vraiment. C'est un switch, moi, quand je partais en intervention, «vie menacée ou pas» entre guillemets, ça, c'était pas tellement l'important, c'était vraiment: «OK, j'ai une mission à faire, il faut que la mission réussisse». Plein de fois, ça a échoué. Encore une fois, là, à aujourd'hui, je pourrais pas dire si cette mission-là a été un succès ou un échec. Dans ma tête, je pense que ça reste un succès, mais il y a eu pas mal de gens qui, n'en sont pas revenus non plus. Donc dans ce sens, c'est compliqué, toujours, de voilà, de considérer ça comme un pur succès, quoi. Mais voilà, après, c'est vrai que là, on voit que les protocoles, sont hyper importants parce que, par exemple, moi, je voulais aller directement, bah, auprès d'une victime, une fenêtre a explosé, ça m'a explosé en plein sur le casque. J'ai pris des bouts de verre partout. Si j'avais pas mis mon casque avant, bah, j'étais foutu, quoi. Donc c'est vrai que, voilà, c'est aussi pas mal, d'avoir, enfin de respecter. Il y avait des heureusement, on était bien cadrés. Il y avait, voilà, dans les pompiers, c'est hyper carré, pour le coup, il y a des chefs qui donnent des ordres, tu suis l'ordre, tu fais les interventions et cetera. Donc ouais, c'était quelque chose d'assez chaud parce que ça enfin dans tous les sens du Oui. terme pour le coup, mais parce que ça faisait entrer en jeu une vingtaine de personnes pratiquement, victimes Ah OK, et oui, victime. 150 pompiers pendant 3 jours. 3 jours? Alors l'intervention en elle-même a duré, 3-4 heures, de pure action et après derrière, il y a des gens qui étaient mobilisés pendant des jours et des jours. Donc c'est vrai que c'était assez impressionnant. C'était assez impressionnant et ouais, il y a eu pas mal de gens, enfin moi j'ai des collègues qui sont revenus brûlés, par la sueur parce que, bah, ça fait conducteur Ah, je aussi, savais pas. bah oui, il fait, je sais pas, plus de 700 degrés, hein. Dans Donc le feu? dans le feu, alors pas dans les flammes, Enfin, hein, oui, parce que oui. les gens vont pas dans les flammes, parce ils ont évidemment les lances incendie qui permettent de, voilà, de couper un peu, ça. Mais le fait que, sur le feu, on mette de l'eau, ça crée de la vapeur. Cette vapeur, ça donne chaud, ça fait transpirer et au fil de l'eau, en y restant 10-15 minutes, et bah, à force, on goûte, on goûte, on goûte et puis après, sur les avant-bras, par exemple, il y a des gens qui sont sortis avec des cloques, ouais, des cloques comme ça parce qu'ils devaient faire le job et puis voilà, c'était plus important de réussir à sécuriser le bâtiment plus, les victimes, plus que d'avoir une cloque ou pas avoir une cloque, quoi. Bah, C'est un autre monde. c'est ouais, c'est ça, c'est aussi une autre manière de penser, je pense, le fait de c'est un peu du dévouement. Ouais, c'est à la fois terrible et en même temps, je devrais pas forcément dire ça, mais c'est une super expérience aussi. C'est-à-dire que, voilà, il s'est passé des choses terribles, par exemple, sur cette intervention-là et ça a aussi été un des meilleurs moments, de ma vie, je pense, parce que, une telle quantité de choses, c'était hyper important. Il y avait plein de choses à penser, énormément d'adrénaline aussi, pour bien faire les choses, mais on a réussi à faire aussi, enfin, voilà, à sauver des gens, donc c'était cool. Heu, voilà, donc ça reste une belle expérience. C'est tant mieux que toi, tu le vives, dans un bon sentiment. Après tes études, du coup, tu fais un voyage en Ouais. Nouvelle-Zélande, c'est ça?
C'est ça. En fait, je fais pas vraiment comme tout le monde. Moi, je dis à tout le monde, voilà, je fais mes études, OK, mais par contre après je pars en vacances. Parce que j'avais pas décidé que c'était le moment de rentrer dans le monde du travail et pareil, je pense que ça a été un des meilleurs choix que j'ai fait. Hem, il y a plein de gens qui ont voilà, quand on fait quelque chose que les gens ne font pas, en général, il y a plein de gens qui se disent: «Ah ouais, mais non, tu devrais pas, ça va être compliqué quand tu vas revenir. Oh, la galère, Oui, pour parce trouver que un job», surtout ça. tu suis pas le chemin que tout le monde suit. Ouais, c'est ça. Et en fait, alors quelque chose d'assez sympa, j'ai pris 10 ans de vacances en une année. Oui, parce qu'il y a 52 semaines dans une année, je suis parti 1 an et pour Mmh. cumuler, ces 5 semaines par an, donc j'ai un peu, entre guillemets, eu le cheat code, OK. où, on prend une 10 ans de vacances, en une année. Mais ouais, pareil, ça fait énormément, grandir. Je suis ressorti, avec, effectivement une culture, que j'avais pas appréhendée avant, donc je suis ressorti avec de nouvelles choses. Voilà, les gens ils fonctionnent pas pareil, s'attachent pas aux mêmes choses, mangent pas la même chose. Ça, c'était un peu dur, j'avoue. Heu C'est-à-dire, niveau nourriture, c'est comment? Ah bah, c'est pas pareil, quoi. C'est-à-dire qu'en France, on est quand même plutôt bien lotis, on mange, très bien. J'ai croqué dans un cornichon, en Nouvelle-Zélande, il était sucré, ça m'a fait bizarre. Voilà, mais après c'est comme ça, il y avait pas de pain, pas de raclette, le fromage, le camembert, j'en avais pris un, il coûtait 30. Bon, voilà, Ah oui, quand c'est même. c'est un peu différent. Mais on vient aussi chercher d'autres choses. C'est-à-dire que si je viens pour aller manger du camembert, bah, je reste, là où j'habite en Normandie, quoi. Donc voilà, c'était hyper intéressant. J'ai fait un road trip, j'ai construit mon van. J'ai pas construit le véhicule, mais j'ai tout l'intérieur. J'ai fait un espèce de camping-car, un peu bien aménagé, avec l'électricité dedans et tout ça. Donc avec du coup mes Oui. compétences en élec, elles m'ont servi à ce moment-là. Elles me servent plus depuis, mais voilà, ça m'a bien aidé pour ça. Et puis voilà, après j'ai vécu en van pendant à peu près, ouais, 6-7 mois. J'ai travaillé aussi, dans les champs, pour payer, bah, il fallait que je mette les panneaux solaires, j'avais pas assez d'argent. Bon, bah, j'ai travaillé, pour pendant 1 mois pour pouvoir payer mes panneaux solaires, enfin voilà, que des trucs comme ça. Et puis voilà, ça m'a aussi, reconnecté, au monde, j'ai envie de dire. Parce que du coup, c'était différent de ton voyage au Canada? Et même différent de quand on est en fait, avec que des gens qui font des études, bac+5 et cetera, on a tendance à être tout le temps entre nous. Donc en fait, le monde, il est différent du vrai monde, de 90 des gens. Alors c'est de moins en moins vrai parce que beaucoup de gens font des études maintenant, mais il y a, 15 ans, il y avait peut-être un peu moins de gens, il y a 30 ans encore un peu moins. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous dans la même bulle, et là, ça me permettait, de revenir à la terre. Voilà, je cueille des cerises, ma contribution, elle est, je cueille une cerise, quoi, et pas je suis en train de monter un plan de gestion des risques pour une entreprise, je sais pas quoi. Donc c'était vraiment autre chose, quoi. Ouais, Beaucoup plus simple. ça t'a ramené plus le côté, terre à terre. Ouais, et encore c'est plus, là, ma rencontre avec, ma compagne actuelle qui m'a fait redescendre, les pieds sur terre, mais voilà, pour le coup, on n'a pas tous les mêmes vies, donc après, ça permet aussi de, voilà, de se mettre les pieds sur terre, mais ce voyage-là, ça m'a permis de grandir, d'apprendre des choses et de revenir avec beaucoup de bagages. Parce que j'avais pris aussi des cours, encore comme au Canada, pendant 3 mois pour revenir avec un niveau d'anglais qui était, pour le coup, niveau grammatical, syntaxe, j'étais pas irréprochable, mais pas loin. Donc je suis revenu avec quelque chose. Oui, tu revenu avec un grand C'était aussi bagage. l'objectif, ce qui m'a permis de, quand je suis retourné, en France, de pouvoir faire des entretiens et l'anglais, c'était quand même assez important, donc de pouvoir avoir quelque chose derrière et de rebondir, et c'est ce qui fait que j'arrive, là où je suis aujourd'hui, quoi. Et du coup, qu'est-ce qui t'a, ça a été quoi le déclic pour partir, spécifiquement en Nouvelle-Zélande? Ah bah, c'était, c'est pas pour moi, le travail aujourd'hui. J'ai envie de découvrir le monde. En fait, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, quoi, et c'est vrai, parce que là, aujourd'hui, par exemple, on me dit: «Il faut que tu partes 1 an», je sais pas si je suis capable de le faire. J'ai envie de le faire, mais les responsabilités que j'ai m'empêcheront de le faire. Donc c'est vrai qu'en sortant des études, on a théoriquement rien à faire, à part trouver un job, s'installer, construire sa vie et cetera. Mais si on le met en attente et qu'on peut partir, moi ça fait partie des très, très belles expériences. Et je pense que j'ai croisé beaucoup de gens là-bas aussi, donc ça permet de s'ouvrir, humainement.
Et j'ai découvert aussi d'autres cultures, par exemple la culture allemande en D'accord. Nouvelle-Zélande. Alors ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais les gens qui travaillent dans les champs, par exemple, qui font du fruit picking, etc., en fait, il y a beaucoup d'Allemands, parce qu'ils partent avant leurs études. Enfin, je sais plus exactement comment ils m'avaient expliqué, mais au début de leurs études, ils partent un an, et ensuite ils font leurs études, et à la fin de leurs études, ils repartent un an. C'est pour ça qu'ils sont excellents en langue. Ok. Parce qu'en fait, ils partent 2 fois, alors pas tous, hein, mais ils partent 2 fois, ils s'ouvrent, voilà, donc ils ont énormément d'expérience à l'international. Ce qui fait que derrière, c'est des machines, hein. En anglais, ils étaient, super forts, quoi. Et voilà, donc ça m'a permis de voir aussi comment ça fonctionne ailleurs. Et puis en France, on est dans son petit précaré, on est avec les mêmes personnes, donc on n'évolue pas beaucoup. C'est sûr que je pense que ça ferait du bien un peu à tout le monde, enfin en tout cas comme tu dis post-études, de faire au moins 6 mois de voyage pour s'ouvrir un peu plus et repartir avec de nouvelles manières de penser peut-être. Il y a pas besoin d'argent en plus. Alors, façon de parler, mais il y a pas vraiment besoin de beaucoup d'argent parce qu'il suffit de pouvoir payer son billet. Moi après j'ai dormi, 1 semaine dans des auberges de jeunesse, et ensuite, après j'ai acheté mon van, enfin voilà. Il y a plein de gens qui travaillaient, achetaient leur van. Moi j'avais un peu d'économie donc c'était un peu différent. J'ai un peu réussi à aller plus vite de ce sens-là, mais pour le coup, il y a plein de gens qui, travaillaient, fabriquaient leur van et après, faisaient leur expérience. Tous les 2 mois, ils travaillaient 1 mois, ça leur payait, les courses pour le mois d'après, enfin les 2 mois d'après, puis et cetera et cetera. Donc c'est un peu comme ça que ça se fait et les gens, vivent un peu à la route, mais c'est pas grave en fait, parce que, tous les jours, ils pouvaient se déplacer le matin, ils se réveillent, il y a une cascade, le lendemain, ils se réveillent, ils sont en face d'une montagne, le lendemain, ils sont à la plage, enfin voilà. Donc en soi, même si on vit, modestement, on voit tellement de choses, puis on rencontre, des Brésiliens, des Colombiens, des voilà, donc plein de personnes. Ça ouvre énormément, ça fait, voilà, c'est extraordinaire. C'est vrai que ça donne envie. Non, mais c'est vrai que c'est important. Je pense que, et ça m'a donné et même dans le travail, aujourd'hui, bah, je gère une équipe et cetera avec, mon associé, dans ma société, mais ça m'a aussi donné des concepts, lui étant aussi parti, 2 ans à l'étranger. Alors pour travailler, lui, c'est un peu différent, mais c'est pareil, ça l'a ouvert sur d'autres façons de faire de la gestion, du management et cetera. Donc ça donne aussi une autre façon de penser et voilà, je pense que c'est super bénéfique pour tout, en fait. Donc ouais, c'est sûr qu'il faut que enfin, si les gens osent le faire, il faut pas qu'ils hésitent trop longtemps et qu'ils voilà, ils essaient et puis, au pire, ça leur plaît pas, ils reviennent. C'est sûr que le plus dur c'est de d'oser le faire parce qu'on va toujours être retenu par ouais mais c'est loin, on est loin de notre famille, de notre quotidien, etc. Oui, ou les parents qui disent: «Ouais, c'est un peu dangereux», voilà, mais il y a tellement aujourd'hui, il y a plein de choses à faire, les services civiques, ça c'est hyper facile, quoi. En plus, c'est même rémunéré, donc c'est vrai que c'est non, c'est voilà et puis avec les visas, vacances-travail, jusqu'à 28 ou 30 ans, je crois. Sauf le Canada, c'est un peu compliqué, c'est tirage au sort, mais sinon, dans le reste, c'est hyper facile, quoi. Puis après, si vous voulez aller partir au plus loin du loin, 18 000 kilomètres, c'est le plus loin qu'on pouvait aller et Nouvelle-Zélande, c'est C'est parfait. parfait. Et du coup ton retour en France, il a dû être un peu encore compliqué? Ah ouais. Ah là, par contre, ça, c'est dur. Et ça, c'est un peu, c'est le problème des backpackers. C'est comme ça qu'ils s'appellent à ceux qui viennent au sac à dos, qui font leur trip, ils appellent ça les backpackers. Ils ont toujours envie de partir. D'ailleurs, ma compagne peut en témoigner. Je suis rentré, j'ai dit: «Voilà, je veux repartir, je veux repartir». Bon, finalement, je suis pas reparti, mais c'est vrai qu'on a tout de suite envie de repartir parce que quand on vit sans règles, pratiquement sans règles, enfin, les règles du commun quoi, le légal, sans vraiment de règles particulières. Le matin, je me lève, je suis n'importe où, le soir: «Oh bah, j'ai envie de bouger», bah, vas-y, on bouge, puis voilà. Quand on revient en France, on doit aller se déclarer au chômage, machin, on fait des entretiens, ça fonctionne pas, machin. Bon voilà, c'est notre vie quoi. Et ça met beaucoup de cadres formels d'un coup. Ouais. Ah bah, le retour il est ouais, il est dur. Il est dur, mais on sait ce qu'on a gagné. Donc bon, on prend son mal en patience, puis on y va, quoi. Est-ce que tu as commencé à travailler tout de suite du coup à ton retour? Déjà, j'ai mis un petit mois où j'étais un peu, je me suis inscrit à Pôle emploi, mais j'avais encore le délai de carence, du coup ça servait enfin voilà, j'étais pas vraiment rémunéré, mais heureusement qu'on a ça, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de chance. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte,
Il y a plein de gens, quand ils sont partis, ils me disaient: «Voilà, moi j'ai rien, quoi». Nous, en France, on a quand même pas mal de choses. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas suffisant pour certains et cetera, mais on a quand même pas mal de choses. Ça m'a permis, moi, de pendant 3 4 mois, j'avais pas grand-chose, j'avais pas beaucoup de pistes. C'est vrai que, bon, voilà, j'avais quand même, 1 an où j'avais rien fait. Les gens se posaient la question. Donc et puis j'avais une ambition aussi, ce qui fait que ça m'a beaucoup bloqué. C'est-à-dire que je savais que j'étais bon, dans ce que je faisais, en QSE. J'avais des idées, j'avais une force de travail, et voilà, j'étais assez créatif sur ce genre de sujet. Mais en fait, c'est très difficile. Moi, je voulais viser un poste de responsable tout de suite. Alors bon, c'était pas possible, mais moi, je voulais pas, en fait, j'ai été soit j'avais ça, soit j'avais rien, voilà. Donc j'ai rien eu. Enfin, en tout cas, dans ce sens-là. Oui, du coup, tu as dû bah, gravir les échelons comme tout le monde. Bah, en fait, non, j'ai carrément changé de voie. Ok. C'est-à-dire que je c'est pour ça que je disais, j'ai beaucoup changé de voie. C'est pour ça que c'est pas grave de changer de voie, c'est important de le savoir. Changer de voie, c'est pas grave. Il y a toujours quelque chose, vaut mieux changer pour avoir quelque chose qui nous plaît plus, à ce moment-là, voilà. Mais parce qu'en fait, moi, je voulais être responsable, QSE, toutes les sociétés me refusaient, donc voilà, c'était compliqué. Mais bon, bah, voilà, du coup, à un moment donné, je commençais à postuler sur des postes d'ingénieur, qualité, sécurité, environnement pour l'automobile, dans des boîtes de consulting, parce que c'est quand même le plus simple pour trouver un job. À Paris, parce que je suis revenu, j'étais à Paris, hein, je suis pas resté à Limoges. Et puis en fait, à un moment donné, il y a quelqu'un qui me dit, «OK, poste de qualité dans une boîte de consulting», une grosse, me dit: «Mais en fait, moi je vous vois plus, ingénieur d'affaires». Alors je dis: «OK, je sais pas ce que c'est moi en fait. C'est quoi ça?» Et donc le gars me dit, «Voilà, c'est ça, on parle avec des clients, on propose des consultants, machin, machin». Bon, OK, je dis: «Bon bah, OK, peut-être, ça peut être intéressant», il me dit: «Bah, il faudra que vous rencontriez mon directeur», bon, je dis: «OK, bon bah, dans 2 jours». Bah, allons-y, de toute façon, au pire, je sais pas ce que c'est, donc je vais quand même prendre l'info et puis, on verra bien. Donc j'arrive voir le directeur de cette grosse boîte de conseil et le mec me fait un peu le coup du: «Vendez-moi ce stylo», quoi. Donc là, je comprends, que c'est enfin, je m'étais un peu renseigné, je savais que c'était un poste un peu à vocation commerciale, donc voilà, je le fais, je me prête au jeu, mais c'était pas, j'étais pas commercial, quoi. Ouais, c'est pas ce que tu voulais faire de base. Bah, à la base, je savais même pas que ça existait. Donc c'est vrai que voilà, donc il m'explique aussi le poste, comment ça fonctionne et tout ça. Je me débrouille pas très bien, donc je loupe, cet entretien-là et finalement ça se fait pas, quoi. Mais ça m'a intrigué. Du coup, je repostule sur ce genre de poste. Et donc je pareil, une autre boîte de conseil, me rencontre, je fais 6 entretiens avec eux, donc là, c'était quand même, balèze. On était un peu plus de 400, à l'entrée, quoi, donc c'était vraiment, C'est une grosse boîte. c'était gigantesque, quoi, en termes de sélection et finalement, j'arrive à rencontrer le directeur Europe. Ça se passe pas et je suis dans la shortlist de 4 5 personnes et finalement, ils me prennent pas parce que, bah, j'ai pas d'expérience, quoi. Enfin, j'ai jamais étudié pour faire ce genre de truc. Il y a une semaine, je savais pas que ça existait. Bon, voilà et puis finalement, il y a quand même une boîte, qui finit par me recruter sur ce poste-là. Alors j'ai su après que c'était pas forcément pour mes compétences professionnelles, mais plus sur comment je rendais, en costume, machin et tout. Bon, c'était un peu plus sur le physique que sur les compétences, mais C'est original. peu importe, ça m'a donné un job, et ça m'a permis de connaître ce métier-là, qui m'a fait rentrer dans le recrutement, du coup. Donc j'ai pratiquement ce que je dis souvent, c'est: «J'ai vu la lumière, je me suis installé sur le fauteuil et ça s'est passé comme ça». C'est vrai que ça n'arrive pas à tout le monde, ce genre de situation. Ouais, mais je pense que c'est parce que les gens s'autorisent pas à aller gratter sur des choses un peu, particulières. Je pense qu'il faut saisir les opportunités, quoi, c'est juste ça. Bah, c'est sûr que, surtout au niveau du recrutement, en général, on se dit que c'est des grosses boîtes qui voudront en fait, enfin, en tout cas, moi, je sais que ça m'est déjà arrivé de se dire que c'est trop beau pour que moi, je sois acceptée, tu vois? Donc je pense qu'il y a plein de gens qui pensent pareil. Parfois, c'est dur. Mais toi, en 2020, si je dis pas de bêtises, tu crées ta propre boîte? Ouais, bah, du coup, je fais 3 ans dans cette boîte où j'ai été recruté, donc j'apprends beaucoup de choses, donc faire du recrutement déjà et là, j'ai aussi pas mal de choses, des petites anecdotes, qui me viennent en tête, mais on pourra en discuter et pour le coup, heu, ça me donne envie de monter ma boîte.
parce que j'ai toujours eu envie de le faire, mais je savais pas dans quoi. Ça, c'est quand on veut monter sa boîte, c'est quand même le premier problème, Je quoi. pense, oui. Que veut-on faire? Voilà, c'est bien de vouloir monter quelque chose, mais dans quoi? Et donc, bah, en fait, vu que je faisais du recrutement dans l'industrie, enfin, je faisais du consulting dans l'industrie, plus exactement, pour le coup, ça m'a donné envie de faire du recrutement dans l'industrie. Donc on a monté, notre société avec un associé, heu, voilà, dans ce domaine-là, donc du recrutement, de techniciens, de chefs de projet, d'opérateurs de production aussi des fois, pas beaucoup, mais des fois, et puis voilà, des directeurs d'usine, de prod et cetera. Donc voilà, et là ça fait, on va être dans notre 5e année, officiellement 5 déjà, mais c'est vrai qu'on a commencé, on a créé en 2020, mais on a vraiment commencé à bosser en 2021. Donc là, on est dans notre 5e. Mais c'est quoi, ça a été quoi le déclic pour toi où tu t'es dit: «OK, c'est bon, c'est maintenant, je veux être mon propre patron»? C'est difficile de dénigrer ce qu'on a eu, parce que ce qui se passait dans mon ancienne structure, c'est que le management qui était réalisé était un management, particulier. Voilà. Donc c'était clairement pas le meilleur management qu'on peut retrouver, c'était assez toxique et cetera. Il y avait pas mal de mensonges, j'ai des gens qui partaient, on nous disait qu'ils partaient en pèlerinage, je sais pas quoi. Voilà, bon, c'était et bon, on avait les infos, quoi, donc on savait que c'était pas un pèlerinage, hein, c'était juste qu'il en avait marre et qu'il était à bout, quoi. Donc Pas la même histoire du coup. non, mais c'est aussi voilà, il y a plein de choses qui font que, voilà, c'était une société qui se gérait comme les grosses boîtes de conseil. C'est un domaine où c'est quand même très particulier. Il y a beaucoup de pression parce que les enjeux sont énormes en termes de finances. Donc il y a, du management un peu à l'ancienne, un peu archaïque, pression, toxicité, si tu fais pas ça, tu es viré. On les appelle même dans les sociétés de conseil les plus grosses, les Kleenex. Donc c'est vraiment, tu fais pas l'affaire, de toute façon, c'est pas grave, dans 2 mois tu es remplacé, donc c'est pas grave. Ça fait plaisir de se sentir, Ouais, soutenu. ouais, 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 il y a encore des entreprises comme C'est ça. compliqué, ouais. Et même les consultants qui sont dans ces sociétés-là, pour certains, c'est, voilà, ça sera qu'un numéro et on s'en fout, quoi. Donc c'est vrai que ça m'a donné envie de faire quelque chose dans ce domaine-là parce que j'apprécie de faire du recrutement, parce que ça permet de donner des, une nouvelle carrière, parfois, des beaux projets, on en a eu, à des gens. Mais d'un autre côté, moi, je voulais pas non plus que ça soit la foire, et la bérésina en termes de management. Donc je me suis dit: «Bah, on va y aller, quoi». Et donc on a créé ça, pour faire quelque chose de similaire, mais différent dans la gestion, la transparence et tout ça, quoi. Donc Mmh. aujourd'hui, j'espère que ceux qui travaillent avec moi, me disent pas ç ne disent pas ça de notre management. Bah, normalement non, mais voilà, c'est un peu dans cet état d'esprit, en fait, on a créé, Actilink pour, bah, établir de tout est dans le nom, en fait, hein, un lien actif entre les gens, et faire quelque chose de différent tout en proposant des opportunités à des personnes, quoi. Voilà, c'était un peu ça l'idée de départ. Mais justement, vu qu'il y a déjà plein de boîtes et tout ça, qui font ce que vous faites entre guillemets, Ouais. comment est-ce que vous avez géré, l'entrée d'Actilink sur le marché? Ah bah, c'était très dur, hein. Honnêtement, bah, on est parti, sans rien, quoi. Donc on avait, alors sans rien. Encore une fois, on est en France, donc on a le chômage et cetera. Donc voilà, on est parti avec, on est au chômage et on travaille, pour notre boîte, voilà. Parce que du coup, vous aviez déjà démissionné de vos boîtes Ah oui, oui, d'avant? bien sûr. Ouais, ouais. On a démissionné, on a monté la société et puis après on a tapé dans le dur. On n'a jamais voulu, démarrer en demandant de l'aide, à Pierre, Paul ou Jacques qu'on connaissait, c'était pas du tout l'idée. On a démarré vraiment, comme si on n'avait rien, quoi, et on n'avait rien de toute façon, donc Ouais, on remonte les manches et bah, on y on va. avait on avait 3 000 €, quoi. Donc une boîte 3 000 €, ça va très vite, hein. Voilà, déjà on achète, 2-3 trucs, c'est fini. C'est terminé, il y a plus d'argent. Donc puis les logiciels coûtent cher, quoi. Heu, Indeed, chaque mois, ça peut coûter, des milliers d'euros, Hello Work, LinkedIn, ça tout ça coûte de beaucoup d'argent. Donc c'est vrai qu'avec 3 000 €, on faisait pas grand-chose. Donc on est parti comme ça et on a galéré. Pendant 6 mois, ça a vraiment été très, très dur. Parce que pas de clients, quoi. Et puis personne nous attend, hein. On Oui. il y a Je crois qu'il y a 4 000 cabinets de recrutement en France. C'est énorme. Donc qu'il y en a qui font du bon taf, d'autres moins.
les acteurs avec qui on discute, les responsables RH, etc., sont très sollicités. Donc, faire la différence entre un cabinet X ou un cabinet Y, pour eux, à partir du moment où ils arrivent à avoir des candidats, ils s'en foutent, quoi. Donc c'est vrai que ça a été extrêmement difficile. Donc on a eu un positionnement où on tapait partout, parce qu'on n'avait pas le choix. On faisait un peu de BTP, chose qu'on n'avait pas forcément envie. On faisait un peu d'IT, donc de l'informatique. On travaillait un peu dans l'industrie aussi. Voilà, on a même fait du tertiaire pour des boîtes au Portugal. On a vraiment on a tapé un peu partout, quoi, pour gagner un peu de sous, et puis avancer. C'est comme ça et puis c'est en fait, c'est de toute façon, avoir sa société, c'est toujours très dur. Se lancer, c'est très dur. La garder, c'est très dur. Mais après ça enfin, ça fait aussi des beaux souvenirs. C'est-à-dire que moi, je regrette aucune année, que j'ai passée, même si je pense qu'en 5 ans, j'ai au moins dû perdre 10 ans de vie par À cause rapport au du stress? stress, voilà. Mais ça reste une expérience incroyable parce qu'on rencontre des gens, on recrute des gens pour nous, pour les autres, ça c'est super. Mais c'est vrai que le démarrage est toujours très dur. De toute façon, une entreprise pour qu'elle démarre vraiment bien, il lui faut déjà 3 ans en général ou alors il faut vraiment, voilà aussi attirer la lumière, avoir la chance, enfin c'est aussi une question de chance, hein, dans un certain sens. Alors la chance vient parce qu'on travaille beaucoup. C'est-à-dire que même aujourd'hui, je pense pas être au SMIC horaire parce que voilà, je fournis énormément d'efforts, mais d'un autre côté, c'est pas grave parce que le travail paye toujours. Et c'est aussi ça qui fait qu'à un moment donné, on peut avoir le coup de chance parce on a plein de, on a fait énormément de boulot, donc il y a forcément un moment où ça va payer. Donc aujourd'hui, la boîte, ça va, enfin, vous Ouais, êtes bah en là, évolution. aujourd'hui, enfin, on était 2 au départ, là on est 7. Donc, et on est 7 que depuis août 2000. Enfin, on est 7. On a commencé à 2. En août, on a recruté des personnes et aujourd'hui, on est 7. Donc en août 2024. Donc ça fait vraiment très peu de temps qu'on commence à être assez nombreux. Puis là, on va essayer d'aller de plus en plus loin, d'avancer. Et voilà, on verra ce que l'avenir nous réserve. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est bien parti. En tout cas, j'espère que ça va continuer. Et puis voilà, après, on est assez strict aussi sur les personnes qu'on recrute, mais pas tellement sur les compétences techniques, c'est plus sur qui sont les personnes. Nos entretiens, par exemple, à nous, ils sont pas du tout comme les autres. Je peux pas donner trop de détails parce qu'il y a des choses. C'est pas que j'ai pas envie, mais c'est que ça va cacher l'effet de surprise. S'il y a par exemple quelqu'un de Twitch ou de YouTube qui un jour, je sais pas, se dit je vais lancer ma candidature, s'il sait déjà ce à quoi il va être préparé. Il vaut mieux On a des rester. trucs un peu choquants en fin d'entretien. Choquants, mais dans le bon sens, hein, c'est rien de particulier. Mais c'est vrai qu'on a une méthodologie qui fait que on s'entoure des personnes qui ont des choses à dire, à faire, à valoriser. Et je pense que ce qui est important, c'est on laisse la parole et on les laisse aussi apporter leur pierre à l'édifice. C'est pas juste des gens qui bossent et qui vulgairement travaillent et rapportent de l'argent. C'est plus que ça, c'est des gens qui font ça, évidemment, parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de société. Ça, c'est évident. Puis il n'y a pas de salaire non plus, hein, donc c'est pour le coup, voilà. Mais c'est aussi des gens qui ont le droit de chercher des optimisations et de monter des projets. Alors évidemment, il ne faut pas que ça coûte 1 000 000 €, quoi, parce qu'on est tout petit encore, donc on n'a pas les reins comme assez solides pour pouvoir dépenser ce genre d'argent. Mais voilà, ça fait partie des sujets, quoi. Est-ce que dans vos recrutements, vous avez, enfin, vous en général, hein, dans l'entreprise, euh, vous avez vu une différence avec maintenant l'intelligence artificielle au niveau des CV ou des lettres de motivation? Ouais, je pense que ça joue beaucoup. Alors, nous, déjà, en tant que cabinet de recrutement, on l'utilise, hein, l'intelligence artificielle, parce que faut le savoir, des fois, il y a des choses, par exemple, sur on appelle ça des job boards, hein, c'est les CV Tech, hein, en français, qui ont des systèmes de matching, par exemple. Donc, ils peuvent nous dire, bon, par rapport à ton annonce, bah, ça pourrait être plutôt ce CV-là ou ce CV-là. Personne ne sélectionne automatiquement les CV. Nous, enfin, il y en a qui le font parce que ça s'appelle des ATS. Ça, c'est important, je pense, de le dire aux gens. Heu, Faites des CV simples, parce qu'avec des choses avec des cribouillis partout, des trucs très graphiques, alors exception faite du marketing, j'imagine, et de la partie, plutôt vidéo, où là, je pense que l'aspect créativité peut être valorisé. Par exemple, un recrutement d'ingénieur, un CV blanc, écriture noire, avec ce qu'il y a les mots-clés qu'il faut, par rapport au poste, c'est parfait, quoi.
Parce qu'après, il y a des systèmes qui vont filtrer les candidatures avec les mots-clés qui leur sont demandés. Donc si par exemple je cherche je sais pas, un ingénieur mécanique, s'il n'y a pas ingénieur mécanique, bah, il sera pas pris quoi. Ça c'est possible, pas dans ma société, mais ça c'est possible dans les grosses boîtes, EDF, machin, Thales, je sais pas, enfin peu importe. Ça peut être fait comme ça. Donc c'est vrai que c'est important de faire un CV euh, avec les bons mots-clés, euh, le champ lexical du domaine en fait. C'est-à-dire que si je veux postuler pour être serveur, il faut que je mette en avant les compétences que j'ai pour être serveur. Et je pense que les gens avec l'IA, aujourd'hui, ils ont les moyens de l'utiliser et ils l'utilisent déjà. Alors pour les lettres de motivation, c'est sûr, mais encore une fois, je pense que la lettre de motivation, c'est vraiment un truc de vieux, quoi. Pourquoi? Je sais pas, si je te dis, bah ok, on va faire un entretien, prépare-moi une lettre de motivation pour devenir ce que tu veux, peu importe. Tu vas me faire une lettre de motivation, mais ça va être probablement à peu près bon, mais sans plus. Tu vas te dire, ok, alors je souhaite rentrer dans votre entreprise parce que si ou ça, mais il y a peu de chances que tu aies vraiment envie de ça, tu vois. Donc je suis pas sûr que ça serve vraiment à quelque chose. À part pour les fautes d'orthographe, mais aujourd'hui, franchement, il y a tellement de logiciels qui permettent de corriger déjà, enfin, ChatGPT, les réversos, les trucs comme ça. Les gens feront plus forcément de fautes. Et pour moi, c'est un peu inutile. Parce qu'en fait, ça fait faire du travail aux gens. Moi, j'ai même pas envie de la lire. Oui, surtout quand il y a 400 candidatures. Bah, c'est ça en fait, c'est qu'à un moment donné, on a aussi une réalité économique. C'est-à-dire que moi, je suis un cabinet de recrutement, je peux pas me taper 400 lettres de motivation à lire pour un poste. Donc je les demande pas, comme ça je les lis pas. Fréquente journée, je les lis, par respect pour celui qui l'a peut-être écrit à la main. Mais voilà, je pense qu'aujourd'hui, il y a très peu de gens qui vont écrire leur lettre de motivation. Moi-même, si j'ai un truc à faire en lettre de motivation, je vais les faire écrire. Je vais donner mes idées, évidemment, parce qu'il faut être critique aussi sur l'IA. Je pense que c'est intéressant de l'utiliser, notamment les IA génératives pour la partie texte. C'est intéressant de les avoir. Il faut pas oublier que c'est quand même qu'un ordinateur qui va dire ok, bah, je vais récupérer cette info-là ici, celle-là ici, et derrière je vais faire un petit micmac et l'assembler pour que ça fasse quelque chose de sympa. Il faut donner les idées, et je pense qu'après elle est capable de le faire. Il faut être critique dessus. Mais voilà, à partir de ce moment-là, on sait que la lettre de motivation, il n'y a rien de plus simple à faire pour un ordinateur qu'une lettre de motivation. Pour les CV, il y a plein d'outils, je crois qui existent pour ça, aujourd'hui. Encore une fois, ça dépend du poste qu'on vise. Si c'est des postes un peu moins qualifiés, je pense que le faire par des IA comme ça, c'est pas trop complexe, c'est OK. Par contre, dès que ça commence à être un peu des trucs, je sais pas moi, vous commencez à une vidéo qui a été faite par vos soins, heu, dans l'aérospatiale, il va falloir un peu plus de détails, quoi. Et puis en plus, enfin, comme j'ai dit, je pense qu'aujourd'hui, les recruteurs, ils cherchent pas à avoir des CV de toutes les couleurs, avec un bandeau, machin. Vous avez même pas besoin de mettre votre ville, quoi. Vous pouvez juste mettre la limite le département. Vous avez, enfin, le numéro de téléphone, ça peut être intéressant, mais ça dépend où vous le mettez. Voilà, il y a plein d'informations. On n'a pas besoin de l'adresse des gens. J'ai pas besoin de savoir qu'on est au 9 rue de je sais pas quoi. Parce que déjà, là, j'ai vu qu'il y avait aussi des gens qui se sont fait piéger. Je crois que je sais plus si c'est quelqu'un de Manpower ou d'Adecco, je crois. Un employé d'Adecco en stage, je crois, a vendu ses accès à une personne malveillante pour 15 000 euros. Et on a des bases de données, de CV. Donc on a toutes les informations des gens. Alors, toutes les informations. Adresse, téléphone, email, machin. Donc ça, c'est des bases de données. Évidemment, avec les RGPD, on est obligé de supprimer les infos au fil de l'eau, mais il y a quand même des grosses boîtes comme par exemple un Adecco. Il a des milliers et des milliers de CV. Donc d'ailleurs, 72 000 victimes dans cette histoire, où un hacker, par exemple, a saisi Toutes les informations, l'opportunité, il a payé 15 000 euros, il a soutiré des centaines de milliers d'euros aux gens. Donc c'est vrai que attention à ce qu'on met sur son CV, parce que mettre simplement la ville à laquelle on est, c'est pas très grave. Son adresse, bon, bah, de toute façon, il y a besoin d'avoir l'adresse mail quand même. Et voilà, attention, le moins d'informations on met, le mieux c'est quoi. Et justement, quel conseil tu donnerais à un jeune, par exemple, qui veut faire son CV pour le rendre plus attractif? Ouais, voilà, comme j'ai dit, moi je pense que je suis adepte. Après, c'est une question c'est assez subjectif.
Mais je commence à avoir vu je pense des dizaines de milliers de CV aujourd'hui. Et moi, j'ai vu des CV ultra créatifs avec des trucs qui se baladent dans tout le CV. Je savais même plus, j'étais en train de lire. Faut savoir que, en fait, le meilleur conseil que j'ai à donner, c'est un CV, un recruteur, il va le lire entre 3 et 15 secondes. C'est pas beaucoup, hein. C'est très peu, oui. C'est très très peu. Sauf pour certains postes où je pense que ça va aller un peu plus loin et en fonction de l'expérience. Mais moi, par exemple, en 5 secondes, je suis capable de savoir si le CV il me plaît ou pas. Dans beaucoup de domaines. Après, dans certaines thématiques où c'est un peu plus complexe, je vais être obligé de gratter plus. Mais on reçoit tellement de CV, un boulanger pour un poste d'ingénieur, je ne sais quoi. Bon, à un moment donné, on peut tout accepter, mais il n'y aura pas les compétences. Je pense que le meilleur conseil, c'est déjà faut oser candidater. Ça, c'est le premier point. Parce que moi, j'ai changé plein de fois de voie et il y a plein d'entreprises aujourd'hui qui sont aptes à former aussi. Donc, je pense que c'est important de postuler quand même. Quand on veut postuler, on fait un CV qui est adapté au poste qu'on vise. Donc pas de CV générique. En fait, ça dépend ce qu'on veut, quoi. C'est-à-dire que si on est là si je vais dans une concession automobile Ferrari et que j'ai l'argent pour une Clio, ça va pas le faire. Et c'est pareil. Bah, quand on veut faire un CV généraliste, bah, on aura des trucs généralistes qui sont pas dingues. Par contre, si j'arrive à valoriser, je sais pas, je cherche un poste de mécanicien automobile, bah, je vais valoriser les expériences que je peux avoir, par exemple, en bricolage chez moi, sur mon scooter, sur d'autres choses. Un peu de mon esprit MacGyver, bricoleur, etc. Donc il faut, à chaque fois qu'il y a une thématique ciblée, je pense qu'il faut faire un CV qui soit en adéquation. Pour moi, c'est obligatoire. Même moi, si je devais postuler à un poste de commercial ou d'ingénieur d'affaires ou de peu importe ce que c'est, responsable en recrutement, etc., je devrais adapter à ces 3 postes. Je vais pas faire un CV par entreprise. Par contre, je vais faire un CV par thématique. Oui, plus par poste. Comme ça, après, parce qu'après, si on rentre dans le truc, il faut faire un CV aux couleurs de l'entreprise et tout. Pff, là, c'est un autre business, là. Ah ouais, c'est plus Mais long. un CV adapté, avec les bons mots-clés, qu'est-ce que j'ai comme compétences que je peux valoriser dans le poste que je recherche. Si, par exemple, là sur la partie vidéo, ok, bah, je dois vendre aussi le fait d'attirer des gens, etc. Bon, bah ok, je cherche un poste de commercial, bah, à ce moment-là, ça se trouve, bah, je peux mettre que j'ai fait du marketing, j'ai essayé d'attirer des personnes, machin, machin. Là, j'ai conversé avec des gens, je suis à l'aise, l'esprit un peu client, ça me parle, voilà. Donc il faut essayer de valoriser les compétences par rapport à un sujet donné, quoi. C'est ça Et, le plus grand conseil, et de mettre les mots-clés qu'il faut sur le CV. et justement, qu'est-ce que toi tu as déjà vu comme des red flags sur des CV? Enfin, du coup, red flags, c'est qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur des CV? Bah, il y a plusieurs choses. Déjà, le CV qui est pas adapté. Moi, c'est le premier truc. Le gars est boulanger. Ok. J'ai rien contre les boulangers, hein. J'aime le pain et tout. Mais le gars qui est boulanger et qui veut être, je sais pas moi, technicien de maintenance. Ok. Mais qu'est-ce que tu me mets? Si tu me mets que tu sais faire du pain, ça m'intéresse pas. Par contre, si tu me mets, ok, je fais de la mécanique sur mon four, je sais pas quoi, parce que, tu vois, bah là, c'est un peu différent. Donc, l'adapter, ça, c'est le premier point. Les fautes d'orthographe dans le nom et prénom, là, c'est abusé. Ça arrive, c'est vrai? Ça arrive, et c'est abusé. Vraiment, là, il y a plein de choses que je tolère. Là, c'est de l'abus total. Ça, je veux dire, quand on commence à se tromper sur son nom, pff, ça, voilà, le manque de rigueur, il est évident, quoi. Après, les CV chiffonnés, pris en photo sur le coin de la table, s'il vous plaît, Mais ça aussi, ça t'est arrivé? s'il vous plaît, faites une capture de votre PowerPoint ou enregistrez-le en PDF. Mais surtout les jeunes, parce que les jeunes, je pense qu'ils le feront pas, mais j'ai vu pas mal de gens avec des CV pris en 3/4 de côté, flou, parce que du coup, bah, c'est pris avec un appareil photo. Voilà. Après, il y a l'autre pendant, le CV un peu flexeur. Je fais mon CV en anglais. Ça me dérange pas, mais en fait, on est en France. Du coup, même si, alors, à moins que le poste soit vraiment tourné exclusivement sur je parle en anglais toute la journée, machin et tout, là, ça peut se comprendre. Mais sinon, il y a des flexeurs qui, ça se trouve, l'ont fait avec ChatGPT ou je sais pas quoi pour mettre 2, 3 trucs en anglais. Bon, voilà. Enfin, moi, j'ai plein de clients, même dans l'aéronautique, défense, etc., qui
heu, cherchent des personnes qui parlent anglais, mais ils ont pas besoin du CV en anglais pour pouvoir prendre une décision. Oui, c'est pendant l'entretien que tu Ah vois. bah, dans tous les cas, pendant l'entretien, il y aura des échanges en anglais, donc ça c'est enfin si, ça nécessite, hein. Donc ça, voilà, ça c'est des gros, gros points et puis après c'est plus une fois que le CV et tout ça c'est fait, c'est plus dans l'attitude. Quelqu'un qui vient, qui a c'est bête à dire, mais j'ai quelqu'un qui connaît un peu ma structure. Quand il arrive en entretien, qui a alors je lui demande pas de réciter, tout ce que j'ai écrit sur mon site, quoi. C'est pas l'intérêt, mais quelqu'un qui arrive, qui a déjà un peu deux trois infos. On n'est pas très exigeant, mais deux trois infos. Au moins de savoir ce qu'on fait, bah, déjà dans plein de clients que j'ai, ça fait une énorme différence. Contrairement à celui qui arrive main dans les poches, épaules tombées, ça fait une autre présentation de le dynamisme, le fait d'avoir recherché des infos. Si vous êtes pas motivé, postulez pas. C'est bien aussi, parce que déjà, c'est assez compliqué quand on est motivé. Je peux comprendre il y a des gens aussi, moi je suis, entre guillemets «blanc», français, machin, donc je peux postuler à beaucoup de choses et j'ai pas de blocage particulier. Mais je sais que par exemple, il y a beaucoup de personnes, qui sont au Maghreb qui postulent. Sur les job boards, c'est 95 des gens, heu, que je vois tous les jours, peut-être 90, faut pas abuser, qui, ont besoin faire un changement de statut et cetera. Là, c'est extrêmement difficile parce que pour eux, c'est waouh, c'est le parcours du combattant, quoi. C'est, 200, 300, 400 CV avant d'avoir une entreprise. Dû au fait qu'ils sont Ah maghrébins? ouais, si vous avez la nationalité française, pour vous, la vie va être très facile, quoi, pour la recherche d'emploi. Le fait de pas l'avoir et de devoir la demander, de devoir postuler et cetera, c'est autrement plus compliqué et pour tous les Français qui sont là, vous avez beaucoup de chance, profitez-en et faites pas les feignants quand vous recherchez des postes et quand vous cherchez des informations parce qu'il y a des gens qui auraient envie de prendre ces postes-là, qui auront jamais la possibilité de le faire parce que c'est la France et que la France, c'est extrêmement, compliqué au niveau de l'administratif. Tout le monde a déjà essayé de comprendre ce qui est marqué sur ses impôts, ou autre chose, donc c'est quand il y a une démarche à faire, c'est déjà très compliqué et les entreprises, font pas le pas. Parce qu'une fois sur 2, bah, du coup, la personne, elle va prendre un poste par défaut parce qu'elle a pas eu le choix. C'est son 400e, entretien. C'est pas ce qu'elle voulait, mais bon, elle avait besoin pour changer son titre de séjour, tu vois? Et qui pourrait blâmer la personne de prendre n'importe quel poste pour pouvoir avoir un titre de séjour et ensuite Trouver le bon poste. trouver le bon job? Donc c'est vrai que, bah, force à tous ceux qui sont dans ce contexte-là parce que c'est vrai que c'est pas simple et je pense que les gens en parlent pas beaucoup. Mais c'est 90 des gens qui sont sur les CVTech sont des gens, qui vont beaucoup beaucoup galérer, mais il faut pas lâcher, quoi. Est-ce que tu penses aussi qu'il y a, malgré le fait qu'on soit en 2025, qu'il y a encore des discriminations, au niveau du prénom ou Ouais. ouais. Ah oui. Ah bah, c'est sûr, c'est sûr et c'est même pas voulu, je pense, pour certains. C'est-à-dire que alors c'est un sujet qui est compliqué, hein, là, on ouvre la boîte de Pandore, hein. C'est très complexe, mais sans entre guillemets «sans gueule de bois», oui, c'est sûr que déjà, il y a des biais cognitifs. On recrute souvent les gens qui nous ressemblent. Ça c'est un fait. Alors moi je recrute pas pour moi donc j'ai pas ce problème-là. Enfin je recrute pour moi quand c'est dans ma société, mais sinon je recrute pour plein de clients donc voilà. Mais c'est vrai que moi ça m'est déjà arrivé une fois, de travailler pour un client qui m'a dit: «Ouais non, Karim là, ça va pas le faire». Ah, c'était caché comme ça? Enfin c'était pas dit comme ça, mais ça m'est arrivé une fois et on n'a pas retravaillé avec. Parce qu'à un moment donné, enfin, la personne, elle a les compétences et ça arrivé dans 2 situations différentes. Un pour, un problème, on va dire, plus de nationalité, plus ou moins, même si, bon voilà, après chacun voit comme il veut, de culture plus, et l'autre, par rapport à quelque chose qui est très à la mode en ce moment, c'est l'égalité homme-femme qui est à défendre à tout prix. Mais, par exemple, on avait, une structure qui avait le profil parfait, c'était un homme, mais ils pouvaient pas le recruter parce que, c'était un homme et qu'ils avaient besoin d'une femme. Donc Pour les quotas? pour les quotas. Donc c'est vrai que
Là, c'est pareil. Moi, je m'en fiche que ça soit un homme ou une femme. À partir du moment où il y a les compétences qui sont, heu, qui sont là, quoi. Donc c'est vrai que, bah, ça c'était un peu plus marrant, alors sauf pour la personne, Oui. qui est passée à côté du poste, mais c'est vrai qu'on avait le candidat qui répondait exactement, le manager voulait le récupérer et tout. Tout était OK, sauf le quota, quoi. Ah, c'est dommage. Donc c'est voilà, donc il y a je dirais que de la discrimination, il y en a à tous les niveaux. Alors c'est beaucoup plus, dans la partie plus, discrimination pour des gens qui sont par exemple c'est souvent la partie maghrébin, très discriminés je pense, et ça malheureusement, enfin, c'est à chacun d'essayer de faire, le job pour que ça soit plus le cas. Mais c'est vrai que ça reste un sujet pour pas mal d'entreprises, même si j'ai espoir quand même qu'en 2025, alors je connais pas le marché entier, du recrutement, mais j'ai espoir quand même que tout le monde réussisse à passer à le cap, ouais. Alors, on a une question dans le chat. Alors, la personne qui dit: «C'est surtout vrai parce que ce sont des métiers techniques». Enfin, du coup, c'est une question. Et qui dit: «J'imagine qu'un étranger dans la défense ou pour des questions de propriété intellectuelle, ça peut faire peur». Ouais, alors ça, c'est vrai que moi, quand je travaille sur des sujets liés à, par exemple, je sais pas, des projets, sans les citer, pour faire des fusées ou pour, travailler sur des systèmes de télécommunication, heu, pour la défense. Évidemment, là, sans être raciste, je suis obligé de poser la question: «OK, avez-vous la nationalité française? Oui, non». Si c'est non, c'est foutu. Parce que c'est des Même projets. s'il y a un titre de séjour et cetera. Et là, c'est pas parce que je veux pas, c'est parce que je peux très bien lui dire: «OK, pas de problème, bah, on avance ensemble, il y a pas de souci». Mais, le service secret qui va faire, la DGSI, DGA et cetera, qui vont faire, les enquêtes, vont absolument pas donner un avis favorable sur la certification. Donc l'habilitation, confidentielle défense et cetera, sera pas délivrée dans tous les cas. Alors, sauf si on est européen, où il y a des tolérances sur certains projets, parce que projets où on a du mal à recruter, machin, et cetera. Il peut y avoir un peu de flexibilité, mais pour des pays, par exemple, je sais pas, un Indien, un Libanais, un Irakien, heu, des pays où il y a des problématiques, militaires, on va dire, des enjeux de sécurité, même la Chine, hein, enfin, la Russie, la Chine, même un Américain, je pense que n'arrivera pas forcément à avoir l'habilitation parce qu'il y a des gros enjeux de sécurité. Donc évidemment, dans ces domaines-là, c'est vrai. Après, dans les domaines où c'est, par exemple, la restauration, et cetera, il y a beaucoup de gens qui travaillent même sans papier. Donc Oui. et là, on a l'autre pendant. C'est-à-dire que là, carrément, on fait travailler des gens sans qu'ils soient dans la légalité. Est-ce que c'est mieux? Je sais pas, mais en tout cas, ça leur donne un travail. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai que là, moi, je vois de mon prisme, filière technique. Technique, c'est vraiment l'industrie dans son ensemble et ça reste quand même un sujet. Même si on peut quand même avoir des tolérances parce qu'aujourd'hui, par exemple, les métiers techniques, sont hyper importants, et il y a certains métiers, on appelle, des métiers en je sais plus comment ils appellent ça, mais en carence un petit peu, où il y a des flexibilités et donc heu, on peut avoir des sujets où on a le droit d'accepter ce genre de profil. Mais voilà, après par expérience, quelqu'un qui a fait déjà 400 entretiens, qui vient, procédure d'introduction et cetera, moi de mon expérience et des clients avec qui j'ai discuté, j'ai jamais eu une personne qui est restée plus de 6 mois. Parce que du coup, c'est juste un pied à l'étrier. C'est ça. Donc ça coûte de l'argent à l'entreprise, entre 50 du salaire et plus, enfin d'un salaire, d'un mois de salaire et ça reste pas, donc voilà, donc pendant 6 mois il est formé puis il s'en va. Donc c'est vrai que c'est voilà, pourquoi aussi, heu, je pense que les entreprises se disent: «Il y a un peu d'ingratitude». En même temps, si on était dans ce cas-là, je pense qu'on ferait la même chose. Donc voilà, moi je prends pas ça personnellement, mais je pense qu'effectivement il y a un blocage dans ce sens, ouais. On va revenir un peu plus du coup à toi. Quel est par exemple, quel a été ton entretien le plus, délirant, on va dire? Moi j'ai des entretiens magnifiques, qui ont permis d'offrir des carrières à des nouvelles souhaits de carrière. Par exemple, j'avais quelqu'un de 57 ans et donc là pareil, c'est aussi, on parlait de discrimination. Il y a pas mal de discrimination sur la seniorité aussi, qui, avait un très gros salaire. On parle de plus de 100 000 €, heu, donc ça représente beaucoup d'argent, Oui. et il s'ennuyait, il avait, comme il me disait: «Perdu la flamme».
Et donc, on a fait des entretiens ensemble. Et il a été recruté pour un poste à 3 fois moins de salaire. Mais un jour, il m'a appelé et il m'a dit Ah, bah Romain, je suis super content. Ma femme m'a dit que j'avais retrouvé la flamme. Et donc, c'est assez marrant parce que c'est vrai que quand il a été recruté, on savait, enfin, il était tout excité comme un enfant qui vient d'avoir un cadeau, alors qu'il avait un poste super élevé et qu'il a pris un poste beaucoup moins élevé, mais dans quelque chose de plus stimulant pour lui. Ça fait partie des choses qui sont sympas. Je me rappelle aussi de mon premier entretien. Alors là, j'étais stressé de dingue. Parce que, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis rentré dans ce domaine-là, je n'avais pas fait d'études RH, j'avais jamais fait un entretien en tant que intervieweur, plus ou moins. Et à un moment donné, je demande le statut de la personne, parce que, bah, encore une fois, voilà, je savais qu'il y avait un changement de statut à faire, et je m'attendais à ce qu'elle me dise statut APS, étudiant ou autre, et elle me dit célibataire. Et, euh, et là, et là, moi, je comprends pas la réponse. Donc, j'étais avec mon collègue qui est devenu associé. Je le regarde, il me regarde, je regarde la personne. On est comme ça et on est en mode, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi dire à ça. Parce que moi, j'étais perturbé. Je pensais pas qu'elle allait me dire ça. Alors, c'est quand même très bête, mais du coup, après, on a tous rigolé tous les trois. Je lui dis, oh, mais excusez-moi, c'était pas du tout ce que je voulais vous demander. C'était plus pour ça et ça. Euh, voilà. Et puis, récemment, un entretien. Alors, ça, c'est un truc de fou. Je fais un entretien pour un projet dans l'aérospatial. Et je fais un entretien avec un Finlandais. Donc, on fait l'entretien en anglais. Alors là, c'est quand même assez chaud pour moi parce que je suis pas ingénieur calcul de structure dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je comprends ce que c'est, je sais ce qu'il faut chercher, je sais ce qu'il faut demander, mais si on me demande de faire des calculs moi-même, la fusée va pas avancer. Donc voilà, et donc je fais l'entretien en anglais complètement. Donc à 9 h du mat, et là j'étais à la dure quoi. Donc c'était un peu chaud pour moi. Et puis bon, on fait l'entretien, ça se passe bien, j'arrive à me débrouiller lui aussi. Il parle beaucoup mieux que moi anglais pour le coup sur la partie technique. Une semaine après, je le rappelle et je m'aperçois qu'en fait, il parlait français. Donc là, en fait, je me dis, ah ouais, d'accord, ok. Donc j'ai fait un entretien full en anglais pour rien parce que le gars parle très bien français. Et du coup, ça fait que l'histoire est marrante parce que j'ai oublié de demander si la personne parlait français. Parce qu'en fait, on est parti comme ça et ça s'est fait. Ça, c'est un biais cognitif. J'ai assimilé la personne est finlandaise. Ok, la seule moyen de communication, c'est l'anglais. Bon, bah, allons-y. Alors qu'en fait, bah, il parlait français. C'était pas écrit sur son CV? C'était marqué, mais c'était pas marqué genre anglais exceptionnel, quoi. Alors qu'en fait, le gars avait fait 8 ans d'anglais. Donc, je sais pas ce qui m'a pris, quoi. Et ça m'est arrivé il y a, je sais pas, un mois et demi, hein. Je parle d'un truc, c'était très récent. Donc c'est vrai que comme ça, voilà, il y a des trucs un peu fous qui arrivent des fois lors des entretiens. Après, j'ai des entretiens. Voilà, en général, c'est un peu toujours un peu pareil et tout ça. Euh, les gens sont plutôt à l'aise. On n'est pas là pour les piéger non plus, hein. Mais c'est vrai que là, bah, c'était assez marrant de faire l'entretien tout en anglais pour au final se rendre compte que ça aurait pu très bien se faire en français, quoi. Je te propose de faire une petite activité. Ouais? C'est, on va juste, enfin, on t'a pas prévenu avant pour que ça soit très spontané, mais l'activité, c'est vraiment un peu, c'est en lien avec la création d'entreprise, donc c'est un peu comme construire un peu rapidement une entreprise. Si tu devais créer une société de zéro aujourd'hui, tu le ferais dans quel secteur? Je pense que j'essaierai de créer quelque chose à partir d'un déchet. C'est-à-dire? J'explique. En gros, un déchet, ça vaut rien. Mais par contre, ça a de la valeur quand même. C'est-à-dire que ça n'a pas de valeur parce qu'on n'en donne pas. Tu vois, la différence entre... En fait, la notion de déchet, c'est n'a pas de valeur. Mais une fois que tu le valorises, ce déchet, il prend une valeur. Donc, il vaut quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, tu récupères des pneus, tout le monde a envie de s'en débarrasser. Donc, tu récupères ça, et à la place, tu vas faire, je sais pas, des briques
à base des pneus qui ont été jetés, etc. Je sais que par exemple, il y a des structures qui se lancent en ce moment sur. Il y a pas mal de vêtements qui servent à rien, plutôt que de les envoyer dans les bennes là, où ça va partir en Hollande pour être après revendu sur Vinted par des moyens un peu bizarres et tout ça. Ça pourrait très bien être, je prends un déchet donc qui est le vêtement et derrière on en fait des confettis et on le refabrique à la place des briques pour faire des maisons par exemple. Donc ça, si je devais remonter une structure, ça serait vraiment dans ce sens quoi. Et du coup, quel serait ton produit? Bah, je pense des choses pour l'habitation. Comme je dis, je pense que la partie innovation autour de l'habitat, isolation, etc. Donc comme des briques, ça peut être hyper intéressant. Il y a pas un gros marché aujourd'hui, je pense, et ça pourrait être super cool. Ou alors après, il y a un autre truc, ça pourrait être de monter carrément des systèmes pour collecter les plastiques dans les rivières, par exemple. Des filets, etc. à base de plastique aussi, donc des gros filets qui permettraient de capter. Ça pourrait être une idée comme ça, quoi. Quelle pourrait être ta cible? Ah bah là, si c'est les filets pour collecter les plastiques, ça pourrait être les entreprises industrielles en sortie de leur process de prod, parce qu'ils recyclent les bouts et tout ça. Mais des fois, s'ils utilisent des plastiques, ça pourrait se développer. Les collectivités. Et puis après, si c'est des briques, ça peut être carrément ceux qui construisent les maisons, quoi. Donc les constructeurs immobiliers, ça peut être la cible de ces types de produits, quoi. Quel pourrait être ton partenaire de rêve? Alors, dans la vie ou dans l'entreprise? Dans le dans l'entreprise. Ça marche. Le partenaire de rêve, c'est moi, je suis quelqu'un qui est organisé, mais jusqu'à un certain point. Moi, je suis plutôt créatif, un peu plus feu follet. Donc, moi, j'ai besoin de quelqu'un qui a un peu plus de structure. Donc, quelqu'un de carré, qui est capable de rappeler qu'on n'a pas fait ce point-là à ce moment-là, qu'il faut payer l'URSSAF, qu'il faut. Voilà. C'est ce genre d'associé dont j'ai besoin pour me tenir, parce que c'est vrai que j'ai tendance à plus oublier des choses qui sont des basiques, hein, parce que voilà, quand on monte son entreprise, il y a des factures, il faut les payer dans les temps, il y a les impôts, voilà. Et eux, ils oublient pas. Ah non, ça c'est sûr. Voilà, nous on peut les oublier, mais eux ne vont pas nous oublier, quoi. Quelle serait ta première polémique? Bah, franchement, déjà quand j'ai monté ma boîte, j'en ai pas eu. Je suis pas sûr que j'en aurais vraiment. Après, peut-être la polémique, c'est que je prendrais un truc gratuit pour en faire de l'argent, donc ça pourrait peut-être être, voilà, éthiquement, on pourrait se poser la question. Mais après, je pense que si on me le donne, je vois pas pourquoi, voilà, moi j'aurais pas de problème à le faire, quoi. Et donc, quel serait le nom de cette société? Recycle tout. C'est simple à retenir, c'est bien. Bah ouais, c'est catchy. Oui, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué dans le parcours de création d'entreprise? La difficulté, faut être quand même ultra motivé. Parce que même par exemple encore aujourd'hui, mes salariés sont motivés, j'ai pas de doute dessus. Il faut que je sois 10 fois plus motivé qu'eux, parce que quand eux, ils ont une baisse de morale, je sais pas, un problème perso, quelque chose enfin voilà, peu importe quoi, quand même nous, on a des difficultés parce qu'on a des résultats à tenir et que par exemple, le résultat est pas là, etc., il faut quand même réussir à donner l'énergie à tout le monde, même quand on n'en a pas et qu'on est à deux doigts d'être en burn-out. Donc voilà, je trouve que le plus dur, c'est l'énergie qui est à donner dans le projet, parce que enfin, comme j'ai dit tout à l'heure, je pense que j'ai quand même perdu des années de vie en faisant la structure, même si je m'éclate tous les jours. Ça reste quelque chose de difficile, mais c'est accessible quand même. C'est-à-dire avec 1 000 euros, on peut ouvrir une entreprise aujourd'hui. Donc c'est incroyable comme process. Et je pense que pour l'enrichissement aussi, parce qu'il faut pas, voilà, être salarié, c'est intéressant jusqu'à un certain point et ça dépend des ambitions. Aujourd'hui, les personnes qui gagnent de l'argent, quand je parle de gagner de l'argent, c'est des gens comme Elon Musk, etc. Beaucoup d'argent, c'est des entrepreneurs. Donc aujourd'hui, celui qui veut évoluer et, et on va dire s'améliorer dans son quotidien, financièrement, j'entends, si la finance n'est pas le problème, bon bah tant mieux, hein. Voilà, chacun fait comme il veut, mais si c'est financièrement, je pense que ça passe par l'auto-entrepreneur. Et qu'est-ce qui justement, est à ne pas faire en créant son entreprise? Ne pas oser,
Ça, c'est le premier point. Il y a une phrase qui dit: «Si on pose pas la question, ça sera forcément non». C'est un peu, alors je sais pas de qui c'est exactement, mais c'est un peu c'est vraiment un présent de vérité générale, là. Ne pas poser la question, c'est forcément que la réponse est non. Donc je pense que déjà le fait de poser la question, il y a 50 de chances que la réponse soit oui, quoi. Mais c'est sûr que c'est voir le verre à moitié, plein du C'est coup. ça. Donc je pense que ça, c'est vraiment le truc le plus important, pour avancer. Une des qualités fondamentales, c'est de pas se poser la question et d'y aller. En fait, le but, quand on est entrepreneur et qu'on monte, son business, c'est d'être, même si c'est 1 meilleur chaque jour. Je sais pas si les gens se rendent compte, mais je crois qu'1 d'amélioration sur nos performances tous les jours, je crois qu'à la fin de l'année, on est genre 37 fois meilleur. C'est égal à fois 37. Donc c'est gigantesque, quoi. C'est motivant. Bah, ça veut dire qu'en fait, en améliorant un tout petit truc, tous les jours, n'importe lequel, ça veut dire qu'on sera bien, bien, bien meilleur après 365 jours. Donc je trouve que c'est quand même pas mal, sachant qu'améliorer une chose petite tous les jours, ça demande pas un effort de fou. Donc Et est-ce que justement cette vision des choses, tu penses que tu l'as acquérie, au fil de tes voyages? il y a les voyages, il y a l'âge aussi. Je pense qu'à 18 ans, j'aurais pas été capable de le faire parce qu'à 18 ans, il y avait pas autant de contenu aussi quand, moi j'étais là. Voilà, et puis j'étais pas assez mature, quoi. Mais je pense qu'aujourd'hui, les jeunes, ils sont de plus en plus matures très tôt. Ils font des choses, enfin, il y a des gens, j'ai vu des gens incroyables, à 14 ans, ils avaient pratiquement déjà monté un business qui faisait 1 million de dollars de bénéfices. J'étais en mode: «Waouh!» C'est c'est gigantesque, ça donne presque le vertige. Donc je pense que moi, les problématiques auxquelles j'ai été confronté, je pense que les jeunes d'aujourd'hui ne le seront pas forcément parce que, ils sont beaucoup plus au fait, de ce qui se passe dans le monde. Mais voilà, il faut oser, il faut y aller. Je pense que c'est ça le message, de tenter, quoi. Tenter sa chance. Au pire, bon, ça marche pas et quoi? En fait, on est toujours à l'école noté 0, 1, 2, 3 jusqu'à 20. Oui, puis il y a le sentiment négatif d'échec. Pas avoir une bonne note, c'est pas grave, hein. Quand on voit, des gens qui ont monté des grosses, grosses structures, hein, donc des milliardaires, hein, clairement, ils ont échoué un certain nombre de fois. C'est-à-dire qu'il y a pour 100 choses qui ont échoué, il y en a une qui a marché. Par contre, elle a super bien marché. C'est sûr qu'on a tendance à trop voir le négatif plutôt que le positif. Ouais, je pense que ça, après, c'est la conjoncture aussi. C'est pas facile aujourd'hui, heu, les gens ont peut-être un peu peur, voilà, mais la terre s'arrête pas de tourner, hein. Il y a des guerres, il y en aura toujours, voilà, c'est comme ça, la conjoncture, l'inflation, le machin. Après, celui qui est concentré sur, son propre, bien-être et tout ça, je pense que voilà, et il éteint la télé, il se lance, il monte son truc et voilà. Lui, il survivra, parce qu'il est au courant de rien, donc il s'en fout. Du coup, c'est pas important. Oui, juste il fonce et il fait son En fait, truc. c'est agir. C'est-à-dire que celui qui se pose la question, il est déjà en retard. C'est-à-dire que, bon, évidemment, je ne dis pas que quand on a une entreprise, il faut pas réfléchir. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y a des décisions à prendre. Moi, j'en ai pris des bonnes, j'en ai pris des mauvaises. Il y en a qui nous ont coûté beaucoup d'argent. Mais la mauvaise décision qui m'a coûté de l'argent, on a réussi à la retransformer en faisant en sorte que ça soit bénéfique. Ah, par exemple, l'année dernière, on a dépensé entre 30 et 40 000 euros dans un truc qui nous a rapporté rien du tout. Ça, c'est les faits. Mais aujourd'hui, être passé par là, avoir appris tout le process sur lequel on a dépensé de l'argent, eh ben, ça fait qu'aujourd'hui, on a un des meilleurs process commercial qui existe. Ça, on a toujours un truc à apprendre, même si on fait des erreurs. Et là, pour le coup, bon, j'étais à deux doigts avant de me dire que c'était une erreur. Et finalement, eh ben, finalement non, quoi. Enfin, ça l'a été, mais elle a été valorisée. Donc en fait, il faut se louper. En fait, c'est ça le truc, c'est qu'il faut faire des erreurs tout le temps. Même si effectivement de 0 à 18 ans, l'erreur, à l'école, elle est pas valorisée. En fait, l'erreur, elle sert à, justement être super performant, quoi. Oui, ça nous apprend à OK, j'ai une mauvaise note, mais c'est pas grave, ça ira mieux le prochain Qu'est-ce contrôle. que j'ai appris? Tu vois? C'est OK, j'ai eu 5. Ça m'apprend quoi sur moi? Ça m'apprend quoi, sur la vie? Est-ce que du coup, OK, ça veut dire, est-ce que j'aime pas ce que je fais? Ou c'est juste que je suis un flemmard? Enfin, ça peut être plein de choses, quoi.
Est-ce que l'école, c'est pas fait pour moi? Bon, 80% des gens vont dire ouais, c'est pas fait pour moi. Moi, je le disais aussi, mais au final, elle m'a quand même appris des choses. Donc, je pense que oui, l'erreur, c'est la clé de la réussite en fait. Échouer, c'est la clé de la réussite. Et ça, c'est ce que je dis souvent aussi à mes commerciaux. Ils vont avoir peut-être, je sais pas s'il y a 10% de gens qui répondent. Ils passent 100 appels, il y a 90 appels qui servent à rien. Sauf qu'à chaque appel, ils se rapprochent de la victoire, quoi. Donc il faut échouer 100 fois pour en avoir un, ou il faut échouer 90 fois pour en avoir 10. Faut pas se laisser démoraliser, quoi. C'est carrément ça. C'est-à-dire que nous, voilà, on échoue sur des recrutements, par exemple, où on a. Parce que ce monde-là, il est quand même. C'est un monde où on doit être en accord avec nous déjà, le client, le candidat. Donc il y a beaucoup de frustration parce que ça marche pas tout le temps. Et on a développé beaucoup d'énergie. Parce que le candidat, il n'a pas envie de choisir de cette entreprise-là, parce que le client, finalement, il dit ah bah non, j'ai pas envie de prendre ce candidat. Voilà, bref. Du coup, il y a besoin d'avoir une grosse résilience parce qu'il y a beaucoup de frustration à l'entrée. Donc voilà, après, on échoue plein de fois, mais quand on réussit, ça fait des belles histoires aussi. Comme l'histoire Voilà. avec ta boîte. Donc moi, ça me suffit d'en avoir une qui me donne l'énergie pour les 100 autres recrutements, peut-être que je vais avoir loupé, etc. C'est motivant. Est-ce que, enfin, où est-ce que toi tu te verrais dans 10 ans? Parce que là, aujourd'hui, ta boîte, ça fonctionne bien, mais où est-ce que tu te verrais dans 10 ans? Dans 10 ans, j'espère que je serai toujours plus ou moins au même point, c'est-à-dire qu'avec une société qui est toujours existante, ça c'est le premier point. Et puis après, d'être épanoui, parce que moi, faire du recrutement ou faire autre chose, c'est pas que j'aime pas le recrutement, j'aime bien le recrutement. Mais vu que je suis arrivé là par hasard, ça aurait été ça ou autre chose, j'aurais pu vendre des chaussures, c'était pareil. Ce qui m'intéresse, c'est la création de l'entreprise, le développement, etc. Donc moi, c'est plutôt la stratégie, comment on gère les gens, comment on obtient le meilleur d'eux-mêmes, sans que, enfin voilà, en étant en accord avec la personne, quoi. Comment elle fait elle pour qu'elle se valorise et tout ça. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais, c'est que dans 10 ans, les personnes qu'on a recrutées au début de l'aventure, elles aient pu évoluer, prendre des postes un peu différents, et puis qu'elles aussi, elles soient épanouies, et que nous, on soit épanouis. En fait, moi, ce que je cherche, c'est d'être épanoui intellectuellement, nourri, avoir des projets, etc. Et puis voilà, que tout se passe bien. On verra où on arrive. Hein. En tout cas, on te souhaite que tout se passe bien. Merci. Et je vais te poser juste du coup une dernière question avant de clôturer cette discussion. Tu préfères voir la Carmine Corp éliminée en demi-finale d'un major ou j'arrive jamais à le dire, désolé, Gentlemans gagner un major? Ça n'a rien à voir avec l'entreprise. Ah non, mais là, moi, je suis pour la Carmine, donc c'est les voir éliminés, c'est compliqué. Après, je souhaite de la force à Gentlemate, mais là, déjà, il y a deux mots qui vont pas ensemble. Carmine Corp, éliminé, c'est compliqué. Non, mais je veux pas qu'il soit éliminé, donc je souhaiterais de la force à Gentlemate, mais si des gens voient cette vidéo dans mes potes qui aiment la Carmine, je vais me faire lyncher, quoi. Et ça devient d'où du coup cette passion pour la Carmine Corp? En fait, moi, je suivais Kameto, qui a créé ça, hein, donc un streamer, ancien joueur pro de League of Legends, etc. Donc je suivais cette personne-là, et elle a créé ce projet. Et en fait, son rêve à lui, c'était je veux monter un club e-sport qui un jour rivalisera avec l'Asie et gagnera les championnats du monde de League of Legends. Et ça, déjà, je dis pas que c'est impossible, mais c'est extrêmement difficile. Un gros challenge. C'est un tellement gros challenge qu'en fait, je trouve ça incroyable parce qu'au point de vue déjà de la création d'entreprise, parce que là, c'est plus un petit club qu'il faut créer, c'est vraiment une institution, un empire qu'il va falloir faire pour pouvoir atteindre ce niveau-là. Et en fait, c'est ça aussi qui m'intéresse, c'est ok, ils sont partis de j'ai rien du tout à aujourd'hui, c'est déjà un mini-empire, hein, faut pas se cacher, c'est quand même un des gros clubs aujourd'hui en France. C'est pas très connu parce que c'est un peu niche, mais quand même. Et c'est surtout que, j'ai vu l'évolution du projet. L'être humain derrière le sujet est incroyable. Parce que pour le coup, il n'a pas eu une vie de dingue avant. A priori, ça a été quand même assez difficile. Il a réussi avec rien du tout à devenir le plus gros streamer français, ou un des plus gros, en tout cas dans le top 4, c'est sûr, et de monter un projet comme ça qui va rassembler des milliers, des centaines de milliers de personnes,
faire des events comme le KCX où il y a 30 000 personnes, c'est un truc de dingue. Et en plus de ça, ils ont réussi, et ça je trouve que c'est un coup de force de dingue, quelqu'un que pour le coup moi j'admire aussi euh, pour sa performance au niveau de ses entreprises. Ils ont recruté un CEO qui est devenu maintenant secrétaire général, Arthur Perticos, qui a dynamisé, qui a mis un énorme coup de fouet à la structure et lui a fait prendre une ampleur mondiale. Et ça, voilà, c'est aussi ça que quand je supporte Carmine, je supporte aussi l'entrepreneuriat qu'il y a derrière, les efforts, parce que je me rends compte à mon échelle de ce que ça me demande, mais de déployer une entreprise partie de zéro et de faire en sorte qu'elle est mondiale, Ouais, ça donne un gros boost euh, d'espoir. c'est énorme. C'est sûr que c'est impressionnant. Ah ouais, c'est impressionnant, ça donne envie de se dépasser. Donc voilà, donc j'essaie de, entre guillemets, euh, d'être au moins un petit peu aussi performant que ce qu'ils ont réussi à faire eux à leur échelle, quoi. C'est une source de motivation pour toi. Ouais, clairement. Après, ils avaient aussi déjà une visibilité, etc. C'est-à-dire que bon, il y avait déjà une Oui, ils sont pas communauté. partis de zéro. Ils sont pas partis de complètement zéro en montant le projet. Mais si déjà j'arrive à avoir 1% de réussite, ce qu'ils ont eu eux, franchement, je serais déjà très content, quoi. En tout cas, c'est vraiment, ouais, je le redis, hein, mais c'est tout ce qu'on te souhaite. Du coup, c'est la fin de ce podcast. J'espère que tu as apprécié ce moment. En tout cas, pour moi, j'ai appris plein de choses déjà, surtout au niveau des méthodes de recrutement, etc. Donc, merci à toi d'être venu. Ça fait vraiment plaisir. Bah, merci à toi aussi. C'était cool. Je vous donne rendez-vous du coup sur YouTube chaque semaine à 18h pour la sortie d'un nouveau podcast. Vous pouvez aussi du coup nous suivre sur YouTube, Instagram, TikTok, Twitch aussi. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher des commentaires, des petits likes aussi, c'est pas mal. Ça fait toujours plaisir effectivement. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Salut!